Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec Antoine de Gabrielli. Alors, nous allons parler couple et société. Et là, vous allez comprendre comment Antoine en est arrivé à passer de l'entreprise au couple et comment est-ce que tout ça dans la société arrive à s'articuler. Alors, bienvenue Antoine et ravi de vous accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur. Merci Raphaël. Mais Antoine, qui êtes-vous ? Alors, Antoine de Gabrielli a créé une société de formation autour de la question du sens du travail qui est spécialisée notamment sur les enjeux du handicap et de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Aujourd'hui, Antoine, vous êtes essayiste et vous avez publié récemment S'émanciper à deux, le couple, le travail et l'égalité aux éditions du Rocher. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Vous expliquez dans votre livre combien le couple aujourd'hui où les deux travaillent, c'est compliqué dans la gestion du quotidien. On l'entend tous. Je suis la première à le constater aussi, moi, dans mes accompagnements. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, il y a une raison très claire, c'est que, en fait, c'est assez récent que les deux membres du couple travaillent à peu près au même niveau. Je vais peut-être revenir un peu en arrière, je vais faire un petit point historique. Jusqu'en 1850, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution industrielle, les couples ont toujours travaillé ensemble, toujours. Et le lieu de travail et le domicile étaient confondus. Qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant, les couples travaillaient ensemble et le lieu de travail était confondu. Ça, c'est la grande majorité des métiers. Il y a 4-5% d'autres métiers où, effectivement, les couples ne travaillent pas ensemble. Mais l'immense majorité, les couples travaillent ensemble. À partir de la révolution industrielle, les hommes, puis assez rapidement les femmes, ont commencé à travailler hors domicile. C'est déjà un changement majeur. On quitte le domicile conjugal pendant une grande partie de la journée. Alors les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes boulots. Les hommes ont toujours des boulots de force et de risque. Ils sont au fond de la mine avec les pioches. Ils peuvent se prendre des coups de grisou et autres. Les femmes sont à l'extérieur de la mine. Elles trient le charbon et les pierres dans les wagonnets au-dessus. Mais bon, voilà, il y a toujours une division du travail entre hommes et femmes, une complémentarité qui est fondée en général sur la force d'un côté et le risque côté homme, et sur la minutie du côté femme. Et la faiblesse des déplacements côté femmes. C'est pour ça que, par exemple, les femmes animent les boutiques, mais ce sont les hommes qui vont sur les foires partout. En fait, les mères restent attachées au domicile conjugal parce qu'elles ont une progéniture souvent nombreuse, même si beaucoup d'enfants meurent en bas âge. Les mères perdent, en gros, jusqu'en 1900, elles perdent à peu près 50% de leurs enfants avant 5 ans. Ça, c'est le monde ancien qui commence à changer en 1850. Il change dans les classes populaires, mais seulement dans les classes populaires. À partir de 1960-1970, les femmes de la classe moyenne et de la bourgeoisie vont basculer dans le travail. C'est un moment d'émancipation par le travail fort des femmes porté par des mouvements féministes. Simone de Beauvoir en parle avec des mots d'ailleurs parfois très contestables, mais bon, voilà, elle appelle à l'émancipation par le travail. Et le monde économique, surtout, indépendamment même de cette opinion qui change, demande le travail des femmes. On est à la fin des 30 glorieuses, il y a un besoin énorme d'emploi, et notamment d'emploi dans les activités de services qui sont en fait la caractéristique de la France. La France choisit, et elle le choisit de manière très claire au début des années 80, c'est François Mitterrand, d'investir dans les activités de services, considérant que les activités industrielles, la France n'est pas assez compétitive par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie. Donc toutes ces activités, cette explosion du monde du service, des services, elle a besoin des femmes. Et donc, les femmes sont massivement embauchées dans ce domaine de travail. On va assez vite se rendre compte qu'il y a des problèmes, parce que les femmes de bourgeoisie éduquées vont se rendre compte que elles n'ont pas exactement les mêmes postes que les mecs, elles ne montent pas aussi vite que dans la hiérarchie, donc elles vont commencer à trouver qu'il y a des problèmes, et notamment, c'est ça qui aboutit à la première loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, qui est la loi Roudy de 83. Mitterrand a été le premier à créer un ministère des droits des femmes, et la première loi
votée, enfin du moins conçue et portée à l'Assemblée par Yvette Roudy, c'est une loi d'égalité salariale entre hommes et femmes. Ouais, 1983, donc relativement récemment. Voilà. Alors ça va continuer jusqu'à maintenant sur un tas de lois qui vont plus ou moins faciliter les choses. Et on arrive aujourd'hui à un système où on est constatant qu'il y a des vraies difficultés. On en vient à des quotas parce qu'en fait ça marche pas. C'est qu'en fait on n'arrive pas à avoir une société où les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes chances. Je parle pas de parité, moi, pas du tout. Hein. Ce que je vois en revanche, c'est que c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes d'arriver aux responsabilités que les hommes, par exemple. Beaucoup plus compliqué pour les mères en particulier. Pas tant les femmes. Hein. Une femme célibataire arrive à peu près au même poste qu'un homme célibataire. En revanche, une mère de famille a un développement professionnel très inférieur à un père de famille en moyenne toujours. Ce développement, vous pensez qu'il est du choix de la femme ou de la société qui le lui impose? C'est les deux. En fait, la société, enfin, le monde économique veut que les femmes travaillent. Il va regarder d'un très bon œil et contribuer à porter d'un très bon œil les approches féministes, émancipatrices. Et donc tout le monde est pour, et les mouvements féministes accompagnent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on aurait dû, si on avait été malin, mais je me mets dans le sac de tout le monde parce que personne n'a été malin là-dessus. Si on avait été malin, on aurait dû, au tout début des années 80 et même avant, dans les 10 années avant, se dire bon, si on fait rentrer massivement les femmes sur le marché du travail, dans les entreprises, dans l'administration, les assos, partout, si les mères de famille rentrent massivement sur le marché du travail alors qu'elles assument très principalement les responsabilités familiales, alors que aujourd'hui, les mères assurent 70% des responsabilités familiales. Ça bouge pas ce chiffre. Hein. Il est vrai dans la plupart des pays européens, voilà, les femmes assurent, les mères assurent la masse en fait des responsabilités familiales. Donc on aurait dû se dire, si on veut l'égalité, si on veut donner les mêmes chances à ces femmes, si elles ont beaucoup plus de temps hors travail que les hommes, on va pas arriver à leur donner les mêmes chances. Ça marchera pas. S'il faut qu'elles partent 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tôt le soir que leurs collègues masculins, ça marchera pas. On n'arrivera jamais à ce qu'ils aient des jobs équivalents aux hommes. Donc là, il y a un problème, indépendamment même de la problématique d'égalité salariale, il y a une problématique d'égalité de temps disponible. Hein. Et on voit, et c'est vrai, puisqu'on voit que même aujourd'hui, si vous voulez, une mère de famille, en moyenne, elle passe 1 heure de moins par jour sur le lieu de travail qu'un père de famille. C'est énorme, hein. 1 heure par jour, c'est de l'ordre de 15% d'écart, et c'est 1 mois par an. Donc c'est énorme, mais parce qu'elles peuvent pas. Hein. Alors ça veut pas dire qu'elles ne travaillent pas ailleurs. Bien évidemment, quand elles rentrent chez elles, c'est pour assumer des responsabilités privées au domicile. Mais effectivement, elles sont moins présentes, elles sont moins disponibles. Et ça a bien sûr une grosse influence. 1 heure de moins par jour entre collaborateurs, on peut pas avoir les mêmes résultats en termes de responsabilité 10, 15 ans après. Moins de disponibilité, moins de temps passé à discuter avec les collègues, moins de temps passé à réfléchir, à innover, à penser. Ce temps de fin de journée qui est particulièrement important pour créer du réseau, des liens, avoir un vrai plaisir au travail et tout, en fait, elles ne l'ont pas. Et elles le payent très cher. Donc, on aurait dû se dire, à ce moment-là, on aurait dû se dire, bon, on n'arrivera jamais à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes si on maintient un monde du travail qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour une mère que pour un père d'assumer un certain niveau de responsabilité. On s'est pas dit ça. On s'est dit, on va essayer de faciliter les choses pour que les mères travaillent autant que les pères. C'est-à-dire, on va voir comment aider les femmes pour qu'elles travaillent les mères pour qu'elles travaillent 1 heure de plus par jour au bureau et pas à la maison. Alors, toute l'économie y a trouvé un avantage parce on a développé plein de services pour diminuer les responsabilités domestiques notamment, mais le temps consacré aux enfants, lui, de manière étonnante, il n'a pas diminué, il a même augmenté. Il y a 40 ans, les mères investissaient 1 heure par jour sur le temps enfant. Hein, elles investissent 2 heures par jour aujourd'hui, 2 fois plus, alors qu'elles ont en moyenne 1 enfant de moins. Hein. Elles avaient en moyenne deux enfants et demi en stat, hein. 2 enfants et demi il y a 40 ans. Elles ont maintenant 1 enfant, 6, c'est les chiffres les plus récents là. Or, elles passent 2 heures par jour au lieu de 1 heure par jour sur les enfants. Les hommes, c'est un peu pareil. En fait, ils passaient dans les années 70, ils passaient 15 minutes par jour, 14 pour être exact, 15 minutes par jour en temps enfant avec les enfants. Ils passent 1 heure par jour aujourd'hui. Donc, ils ont quadruplé leur temps. Mais les mères ont doublé. Hein. Donc, ils étaient à 14 minutes, eux, elles étaient à 1 heure. Ils sont maintenant à 1 heure, eux, elles sont à 2 heures. Donc, il y a toujours un très fort écart entre père et mère. Et donc, on a un système, en fait, qui nous permet, on a voulu aider les femmes à travailler comme les hommes. On s'est jamais dit, il faut changer le travail pour que chacun, que père ou mère, on ait le temps de prendre en charge ses responsabilités familiales.
on aurait dû baisser le travail des hommes. Les hommes étant majoritaires à l'époque. Hein. On devrait baisser le temps de travail. La seule solution pour que les pères et mères s'occupent, enfin, puissent être engagés professionnellement et répondre à leurs besoins les plus classiques de vie de famille, c'est de baisser le temps de travail. C'est la seule solution. En tout cas, à des cadres. Hein. On a baissé le temps de travail des classes populaires avec les 35 heures, mais on a absolument pas baissé le temps de travail journalier. Au contraire, on l'a même tendanciellement augmenté pour les cadres depuis la loi sur les 35 heures, depuis 2000 en fait, 2002. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que des personnes qui sont sous un régime de 35 heures, à qui on a réduit le temps de travail, là, il va y avoir une parité entre le C'est plus père et facile. la mère de famille qui sera plus facilitée Oui. que pour des cadres supérieurs qui, eux, Absolument. ont un temps d'investissement beaucoup plus fort. Absolument. Donc, les différences de salaire, en fait, sont beaucoup plus aplaties dans ces classes de population qui travaillent 35 heures que chez les cadres supérieurs et pour les fonctions de cadres dirigeants. Absolument. Aujourd'hui, donc, on a entendu toute cette évolution là depuis donc avant la révolution industrielle. Donc aujourd'hui, un homme et une femme qui sont tous les deux à vouloir investir une carrière professionnelle. Alors, c'est très compliqué, notamment quand ils sont jeunes. Les jeunes couples, en fait, ne ressemblent pas aux couples d'il y a une génération. Les jeunes couples, il y a un truc qui a fondamentalement changé, c'est qu'ils ont le même âge. Il n'y a plus de différence d'âge entre mes femmes, quasiment. Hein. Vous avez deux ans, mais pas 2 ans, parce que dans les catégories populaires, on retrouve encore une grosse différence, une différence de 3 ans à peu près entre mes femmes. Mais dans toutes les catégories, classe moyenne et bourgeoisie, on est au même âge entre mes femmes. Donc vous avez des couples où les deux ont le même âge, ils ont le même niveau d'études, parce que c'est une grosse différence par rapport à la génération d'avant, même niveau d'études. Au moment où arrive le premier enfant, il arrive à 31 ans en moyenne, 33 ans dans les couples les plus éduqués. Ce qui est extrêmement tard. Hein. Ça explique aussi la baisse de la fécondité que le monde politique note actuellement, découvre actuellement. Donc, si vous voulez, quand vous avez deux membres du couple qui, à 31 ans, on va les voir arriver au deuxième enfant. Au premier enfant, si vous voulez, bon, ça tangue un peu, c'est compliqué, on dort moins, voilà, il y a un peu de frottement, mais en gros, ça passe. Mais effectivement, au premier enfant, les hommes en font pas mal. Et comme beaucoup de couples en restent au premier enfant, en fait, on retient ça. Le second, une économie domestique, une économie familiale se met en place. Et c'est là où les couples divergent complètement. C'est là où, à un moment ou à un autre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les mères essaient de travailler comme avant. Et puis, en fait, il y a 2 fois plus de difficultés qu'avec un enfant, ou presque. C'est-à-dire que la crèche appelle 2 fois plus, l'école appelle 2 fois plus, les conduites, les machins, les maladies, les tout. Bon. Et puis, les parents commencent à s'engueuler. Non, c'est à toi d'y aller. Non, c'est à moi. Mais non, moi, ma réunion est plus importante. Non, c'est la mienne, etc. Donc, commence à frotter, et ça frotte de plus en plus. Ça frotte de plus en plus. Et puis, ces mères, petit à petit, commencent à partir un peu plus tôt que les pères en moyenne, et elles vont arriver à 1 heure de moins par jour. Tout ça, en fait, tout ça se tend, et tout ça crée des stress très importants. Pendant un temps, elles y arrivent. Je vous dis ça, c'est les stats, hein, c'est comme ça. Hein, bon. Pendant un temps, elles arrivent. C'est que pendant un temps, si vous voulez, elles travaillent 1 heure de moins par jour. Enfin, elles sont 1 heure de moins présentes au bureau par jour. Et donc, elles vont essayer de faire le même travail dans le même temps avec 1 heure de moins. Donc, elles vont être, ce qu'on entend tout le temps, au taquet. Elles sont hyper organisées, pile à l'heure aux réunions. Elles partent pile à l'heure en courant parce qu'il faut les prendre le gamin à la crèche. Parce que là encore, les pères amènent les gamins à la crèche ou à l'école, mais c'est les mères qui vont les chercher. Sauf que emmener, c'est pas très difficile, mine de rien, parce qu'en fait, c'est dans les horaires de bureau. Aller chercher, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les mères sont beaucoup plus tendues. Hein, moins de pauses, moins de temps pour le déj, moins de pauses clopes, moins de discussions informelles, qui se paye très cher. Voilà, moins de souplesse dans le travail. C'est même moins sympathique de travailler avec ses mères, parce qu'en fait, elles n'ont jamais le temps, quoi. Elles coupent les discussions, elles quittent les réunions, on n'a jamais cette souplesse qui est très agréable dans la vie professionnelle quand on en bénéficie. Et donc, à mesure que des problèmes vont arriver, la nounou qui est malade, donc il faut vite être là, il faut trouver une solution, les parents, les beaux-parents, s'ils sont là, s'il n'y en a pas, bon, ça. En fait, la vie va devenir de plus en plus stressante, de plus en plus tendue. Dans le couple, et tout simplement dans la gestion la fatigue, etc. Et il y a un moment, statistiquement, au bout de 1 an, 2 ans, ces mères vont dire, bon, trop lourd, trop compliqué, donc je vais lever le pied. D'une manière ou d'une autre, je lève le pied. Donc, soit je passe au 4/5e, soit à mi-temps, soit je change de job et je prends un job moins prenant, qui fait que je peux sortir à 7 heures le soir ou à 6 heures ou à 5 heures sans qu'on me regarde de travers, sans que je sente que de toute façon je suis éliminé de l'équipe parce que en fait je suis pas assez présent. Donc, c'est ça
qui se passe à chaque fois, et enfin très régulièrement, ce qui explique que, en fait, quand vous regardez autour de vous aujourd'hui, des couples où les deux travaillent, où les deux sont de même niveau d'études, il y en a plein, et de même âge, il y en a plein. Des couples où les deux travaillent au même niveau tout en assumant d'une manière ou d'une autre leur responsabilité familiale, c'est très rare. Et en fait, ce sont les femmes, ce sont les mères qui ont disparu. En général, vous avez un choix. Pas toujours, c'est pas que les mères. Hein. Maintenant, ça tend aussi à bouger un petit peu parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui gagnent très bien leur vie et mieux que leur conjoint. Et donc ça joue beaucoup sur un rééquilibrage. Donc, si je résume un peu, très souvent, il y a le couple avec enfant finit par privilégier la carrière qui semble la mieux engagée pour Oui, que l'autre puisse s'occuper en fait de la famille et que en majoritairement fait, ce sont des femmes. contraignons l'autre à s'occuper majoritairement de la responsabilité familiale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde du travail tel qu'il est actuellement, si vous travaillez au niveau qui vous est demandé, vous pénalisez forcément la carrière de votre conjointe ou de votre conjoint, mais en général de votre conjointe. Hein, Mmh. forcément, c'est là où il y a un truc qui marche pas. C'est ça Ah, qui je leur suis fait d'accord avec vous, je trouve ça même presque violent comme phrase. bien Dans sûr, mais c'est violent. Mais quand une entreprise quand un chef, un manager est content parce que son numéro 2, 3, son collaborateur termine à 21h le soir, en disant, il est super motivé, j'ai vraiment de la chance d'avoir un gars comme ça, on peut compter sur lui. Et puis en plus, c'est quand même très bon au point de vue rentabilité d'avoir des gars comme lui. En fait, il accepte de fait de pénaliser une conjointe qui, elle, pourra pas avoir une vie professionnelle. Donc, vous avez un tas d'entreprises aujourd'hui, un tas d'entités, pas seulement entreprises, hein, administration, ONG, un tas d'organisations qui font plein d'efforts pour l'égalité homme-femme chez elles, mais qui ne voient aucun problème à ce que les cadres sup travaillent. C'est un cadre sup en France, il travaille entre 60 et 80 heures. Les managers, en gros, ils travaillent 12 heures par semaine, charge comprise. Les managers, le stade un petit peu en dessous. Manager, 55 heures par semaine en moyenne, et donc 60 heures avec les transports, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Quand vous travaillez 12 heures par jour, vous pouvez pas donner une chance professionnelle à votre conjoint. Enfin, vous pouvez pas donner les mêmes chances. Hein. Bien sûr que votre conjoint peut avoir un boulot super intéressant, d'un orthophoniste, etc. Évidemment. Mais si votre conjointe, elle avait les mêmes ambitions que vous dans le même type de boîte et autres, en fait, elle peut pas. Tout simplement, elle peut pas. Donc, dès lors qu'on autorise ce que j'appelle moi un surtravail des cadres dirigeants ou cadres supérieurs, vous créez de fait un sous-travail des conjointes dans d'autres organisations. C'est pour ça que la problématique de l'égalité des chances entre hommes et femmes, elle se joue pas dans une organisation, elle se joue dans toutes les organisations de travail. C'est pas parce que c'est pas parce que vous êtes égalitaire dans votre entreprise que vous n'êtes pas un agent de l'inégalité sociale. Si on en vient après ça, la deuxième partie des questions que je voulais vous poser, vous dites clairement dans votre livre que le couple, donc, est la première cellule d'une société, que aujourd'hui elle est fragilisée et que de ce Oui. fait, c'est toute la société qui est fragilisée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le fait que tous ces couples où les femmes, quelque part, sont un peu spoilées dans leur carrière professionnelle, ça fait éclater des couples. Alors, Alors, on parle beaucoup du baby clash, qui est ces enfants qui viennent fragiliser profondément le couple, ce que moi je vois en accompagnement. Est-ce que tout ça en fait partie de votre raisonnement? oui, absolument. Alors, pour revenir à la première partie de votre question, il faut prendre conscience, peut-être on l'a oublié, que le couple, c'est la première cellule de solidarité sociale. Ok. Le premier lieu où on reçoit de l'aide affective, psychologique, à la maladie, à tout, hein, que ce soit le deuil, le handicap, tout. Le couple, c'est la première cellule de solidarité sociale. Tout commence là. Et c'est vrai que ça crée des clashs dans les couples parce que, si vous voulez, les couples, à un moment, et ça se voit au premier enfant et en couple au second, je le disais, se retrouvent de fait en compétition par rapport au temps disponible. Hein, dans le couple, ben, qui reste à la maison parce que là, la nounou est malade, qui va chercher le gamin à la crèche qui est malade, etc., etc. En fait, les couples s'affrontent là-dessus. Alors, c'est pas forcément un affrontement, ça peut bien sûr, heureusement, se faire bonne entente, mais il y a un certain nombre de cas où ça se fait pas très bien, et il y a une vraie compétition qui s'installe et qui peut devenir une confrontation. Ces problématiques de travail qui crée de la frustration, de l'agressivité, du reproche,
vis-à-vis de l'autre, qui font que l'autre devient une variable de sa réussite à soi, un paramètre de sa réussite à soi, en fait, crée des conflits, enfin, du moins, accentue tous les conflits qu'il peut y avoir par ailleurs dans le couple, enfin, crée ou accentue, hein, les conflits. Et c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper, parce que je pense que la société n'a pas intérêt. En fait, pour la société, dès qu'un couple se sépare, c'est une perte de valeur sociale, c'est Ah une bah, perte de solidarité. C'est c'est une clair. perte, Et hein, puis bon, c'est une pour la paupérisation pour la société. société, pour le couple. Exactement. Exactement. Donc enfin, un couple qui se sépare, c'est du moins pour une société. Et donc ça mériterait que la société s'interroge sur ça en disant mais quelles sont les conditions économiques et sociales qui en fait contribuent beaucoup trop qu'elles le devraient à la fragilisation des couples. Il y aura toujours des couples fragilisés, toujours des couples qui se sépareront, bien évidemment. Mais en revanche, on n'a pas accepté que le mode de travail soit intrinsèquement facteur de conflit dans les couples. Absolument, absolument. Et puis, je pense que, enfin, même je suis profondément convaincu qu'un couple qui commence à rentrer dans la compétition, est un Ah, couple qui risque d'avoir des problèmes. Un couple est avant tout une équipe, c'est une bien sûr, team. bien sûr. On avance ensemble et mon grand slogan, c'est, chouchouter votre couple et je crois que plus que jamais, il est important. Alors, il est important, ça implique que chacun ait conscience que le couple est important et peut-être même plus important que le reste. Absolument, Notre couple est numéro un. Le absolument. travail voudra toujours qu'on travaille beaucoup et beaucoup trop, parce que plus on travaille, plus on est rentable. C'est clair, hein. Donc, l'intérêt de notre travail n'est pas l'intérêt de notre couple. L'intérêt de mon entreprise n'est pas mon intérêt. Hein. Ça peut aller contre même l'intérêt de mon couple. On a des enjeux de couple qui sont numéro un, et donc tout système qui nous fragilise là-dedans nous attaque, eh ben on le regarde bien dans les yeux. Bon, voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il faille pas accepter un jour de mobilité, un travail qui va un peu chez le couple, mais si on le fait ensemble, en bonne conscience, en bonne compréhension des risques qu'on prend, du temps limité que ça doit prendre, ben pourquoi pas. Après, vous avez tous les couples. Hein. Si vous voulez, si votre travail a un sens très particulier, ça vaut la peine parfois de faire un peu souffrir son couple. En tout cas, quand c'est en bonne entente à deux. Hein. Quand De Gaulle est parti à Londres, tante Yvonne, elle a suivi son chef de mari. Elle a fait suivre la tendance, mais ça lui allait à lui, ça lui allait à elle. C'était un couple qui était centré sur sa carrière à lui, qui était tout de suite initialement une carrière politique majeure. Margaret Thatcher, c'est pareil avec son mari Denis. Il habitait au 10 Downing Street. Voilà, il était juste un homme transparent au service de la carrière de sa femme. Pourquoi pas? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous, quand j'en discute avec les couples, c'est ce que je leur dis, si vous arrivez d'avoir des accès d'investissement auprès de votre travail, c'est important d'en parler à 2 et Oui, que, les 2 membres du couple soient OK et qu'on sache que c'est momentané. Heu, absolument. Absolument. Mais alors, c'est vicieux, hein, parce que c'est momentané, et puis une fois que ça dure 3, 4, 5 ans, les habitudes sont prises. voilà, le momentané, le couple, il a besoin de savoir ce que ça veut dire. C'est Oui, effectivement momentané, c'est pas 3 ans. Un momentané, c'est un dossier un peu chaud, bien que certains dossiers peuvent durer 3 ans, mais c'est oui, tout à quelques fait. semaines où il y en a Tout un à qui fait. en prendra un peu plus à sa charge et puis pour laisser l'autre pouvoir se développer mais c'est important que, moi, je trouve cette parité dans les prises de décision sur l'avenir d'une famille, elle concerne avant tout le couple, précisément. Avant tout le couple. Alors, sachant que, heureusement, les couples sont souvent bien faits, c'est-à-dire qu'en fait, les ambitions ne sont pas exactement les mêmes. Vous avez très souvent dans les couples un des membres du couple qui a une ambition beaucoup plus, j'allais dire, fric et sociale, et l'autre beaucoup plus sens. Tout ce que vous dites corrobore beaucoup ce que j'entends de beaucoup de femmes qui effectivement, après la naissance de 2 enfants ou 3, se posent véritablement la question, changent de boulot, changent d'orientation pour beaucoup d'entre elles, où Mmh. elles vont aller travailler dans un métier beaucoup plus social. Oui. Donc elles se reforment, elles vont faire beaucoup du care, de l'humain, des Mmh. choses qui leur parlent davantage, qui je pense se développent également avec la maternité et Mmh. après ça, elles ont et ça pour les accompagner, beaucoup d'entre elles, la complexité de la manière dont elles ont été formées par leurs études en leur disant: «Ta carrière, ça sera ci, ça» et en fait, elles se rendent compte qu'elles ont des aspirations qui sont différentes Mmh. de ça et qu'en fait, il y a une espèce de dualité qui se joue à un moment en disant: «Mais j'ai pas fait toutes ces études-là pour rien, ce boulot-là, il est beaucoup moins gratifiant» et du coup, il y a une espèce de dualité qui est souvent un peu difficile à dépasser. Alors, c'est vrai, il faut aussi mettre en cause, il faut aussi éclairer la manière dont ces études
sont faites pour nous diriger dans un domaine compétitif où on soit le plus rentable possible. Je pense à une jeune femme que j'ai vue récemment qui me disait que, en fait, qui a fait une école de commerce, qui a fait des stages merveilleux chez Dassault Systèmes, chez LVMH en l'occurrence, je me souviens, et qui à un moment me dit, voilà, moi, je sais pas comment dire ça, euh, voilà, euh, il y a eu beaucoup d'argent investi par mes parents en plus là-dedans. Tous mes copains sont hyper compétitifs. Et moi, en fait, quand je rêve de ma vie professionnelle, en fait, l'image qui me vient en tête, quand je suis toute seule comme ça, je me vois ouvrir la porte et puis dire bonjour les enfants. Et elle me dit, en fait, j'ai réfléchi, je voudrais être institutrice. Mais elle était extrêmement gênée Oui. par rapport à mes études d'école de commerce, etc. Tout ce que j'ai fait avant, toute cette compète, tout ce rouleau compresseur qui vous amène à participer à l'industrie à l'industrie du commerce de services, tout ça, la plus rentable, la plus économiquement profitable, à gagner de l'argent, à dépenser beaucoup d'argent, à consommer beaucoup, à chercher des indicateurs statutaires, etc. En fait, elle pousse à cette compétition, elle pousse dans un modèle, si vous voulez, où les hommes et les femmes sont à donf tout le temps dans les couples. Et c'est là où ça pose problème. Quand l'un des deux se dit mais ce qu'on me vend, moi, ce qu'on me propose, cette culture-là qu'on me propose ou qu'on m'impose, euh, pas mon truc, je m'en fous, je suis ma voix et puis c'est tout. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais il faut déjà une certaine personnalité en fait pour arriver à ça. Absolument. Souvent, on va suivre le mouvement. Voilà, tout le monde fait ça, tous les copains, toutes les copines font ça. Et puis, puis on arrive à 35 ans en moyenne, entre 35 et 40 ans, et là, les clashs arrivent. Pourquoi tout ça? Mais quel sens tout ça? Où est-ce que je vais? Et mon couple qui est bas de l'aile. Mais j'ai fait ça. Mais comment c'est arrivé, quoi? Je comprends pas comment c'est arrivé. Comment on en est là? Comment on est là? Mhm. En fait, tout le système, depuis le départ, il faut quand même poser une chose, hein, c'est que le système économique, si vous voulez, sa croissance est construite sur le maximum de travail possible et donc le maximum de consommation possible. Alors, d'aucuns parlent de capitalisme, moi je parle de croissance. Le système économique tel qu'il est, en fait, a besoin au maximum du diptyque, maximum de travail, maximum de consommation. Et ce diptyque-là, il est désastreux pour les couples. Si on est capable de prendre un peu de distance par rapport au travail et aux revenus, et donc par rapport à la consommation, là on commence à pouvoir faire des choix de couple. Mais en fait, prendre cette distance est vraiment une notion essentielle. Si vous êtes à fond dans le système tel qu'il vous propose, tel qu'il vous trace une autoroute devant vous, ça va être chaud en couple. Mhm. Mhm. Oui, d'où l'intérêt de ces réflexions sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie, à son couple. Exactement. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point c'est un angle mort, le couple. À part dans les formations, dans les préparations au mariage chrétiennes, le couple, c'est un angle mort. Moi, d'ailleurs, dans mon livre, je propose qu'on fasse une véritable préparation au mariage dans le mariage civil. Je trouve que ça manque dramatiquement. Réfléchir couple plutôt que réfléchir droit individuel des hommes et des femmes. Regardez où est-ce qu'on en parle aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Moi qui travaille beaucoup le sujet du couple, je le vois bien. En fait, les couples, ils n'ont pas le temps. C'est la variable d'ajustement, le couple. C'est-à-dire, Absolument. c'est celui dont on va s'occuper quand on aura éventuellement un petit peu de temps, mais en fait, ce temps, finalement, on l'a jamais. Donc, en fait, on ne s'occupe pas de notre couple et puis, le couple se finit par tanguer, ne plus fonctionner. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais dans une relation, le couple, il fait pas de bruit, mais il a besoin qu'on s'occupe de lui. Enfin, regardez si on reprend ma stat là, sur les cadres, à 55 heures, donc 12 heures de transport compris par jour, ça veut dire que quand on rentre chez soi, on a une heure pour dîner ensemble rapidement, embrasser les enfants, regarder les devoirs, etc. Et puis bon, voilà. En fait, le couple, il se voit pas. En fait, ce qu'on voit très bien, c'est très caractéristique. Les couples, en fait, ils font aussi bien que possible leur travail et s'occupent autant que possible de leurs enfants. Exactement. La variable d'ajustement, votre mot est très exact, c'est le temps du couple. Et ça, c'est chaud, parce que ça se paye. Ah bah, ça Quand se vous paye. avez 2 heures par week-end pour être ensemble, à un moment, ça se paye. Mhm, Hein. Pensez à ces couples d'avant 1850 qui vivaient 16 heures par jour ensemble. Enfin, mhm. ils dormaient ensemble, même, donc 24 heures par jour. Ils étaient totalement ensemble. Alors, je ne dis pas que cette époque était une époque bénie, parce que il y a bien des couples où ils auraient préféré avoir un peu plus de liberté par rapport au conjoint que, bon, évidemment. Mais on est dans l'extrême inverse. Aujourd'hui, les couples se voient plus. Bah, écoutez, moi, c'est mon combat pour les couples, de leur proposer Bon, des outils faciles, concrets, positifs, qui leur permettent de pouvoir justement prendre le temps d'ailleurs, parce que les jeux s'appellent 2 minutes de bonheur, justement, ça dure 2 minutes, pas beaucoup de temps, mais il faut le consacrer ce temps-là à son couple. enfin, dans mon livre, en fait, j'ai abordé
les solutions dans le travail et les solutions politiques, et je termine par toutes les solutions dans les couples. Les solutions dans les couples, en fait, au bout du bout, elles sont simples. C'est se mettre autour d'une table et en parler vraiment. Mhm. Et vraiment. Pas supposer ce que pense l'autre, en parler vraiment. Demander vraiment. Aller au fond de soi et se dire, là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut ensemble? Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont les problèmes que je vis aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut les contourner, les dépasser? Mais en parler vraiment. Penser vraiment que le travail des deux est digne du même respect. Hein, moi, je parle dans mon livre de travail total. Le travail total, c'est le travail, c'est l'ensemble du travail du couple. C'est-à-dire travail rémunéré, travail social, une participation à association, parents d'élèves, conseils municipaux, club de foot où on est entraîneur ou je ne sais quoi, et puis travail familial. Ces trois travaux doivent être pensés dans le couple comme étant le travail du couple. Je pense qu'il faut tout faire pour ne pas penser mon travail, ton travail, mais le travail du couple. Absolument. C'est très judicieux. Et quand on l'a bien posé comme ça, on dit, OK, dans ce cadre-là, il y a une partie rémunérée et cherchée à l'extérieur. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être les deux, ça peut être avec tes ou tel, etc. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on gère le reste et donner le même respect à tout. Si les femmes se sont beaucoup battues sur la question du travail familial, c'est que souvent elles ont considéré que ce travail était déconsidéré. Le travail familial, c'est un travail extrêmement honorable et qu'il faut reconnaître et où il faut que chacun prenne sa part. Je ne sais pas si il faut que les hommes et les femmes en aient exactement 50%, mais il faut en tout cas que chaque homme se demande, notamment s'il pense qu'il y a une vocation maternelle sur les petits-enfants, ce que pensent beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes d'ailleurs, mais il n'y a pas de vocation maternelle à faire les courses au supermarché, il n'y en a pas non plus à aller aux réunions profs, il y en a pas non plus à je ne sais quoi. Ça, c'est aussi bien masculin que féminin. Donc, il ne faut pas que au nom d'une réelle ou pas vocation maternelle, en fait, on laisse finalement entre les mains des femmes et des mères la masse de responsabilités dont on n'a juste pas envie de s'occuper. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que j'appelle moi les conflits insolubles dans le couple, c'est la répartition des tâches ménagères d'une part, et un autre problème insoluble dans le couple, c'est répartition vie pro vie perso. Ce que je vois, c'est que le reproche ne sert pas à grand-chose. Absolument. En revanche, moi, je trouve que ce qui marche très bien, c'est dire au type, est-ce que tu te rends compte que la faiblesse de ton investissement dans la vie de famille rend impossible pour ta femme son épanouissement professionnel? Est-ce que tu te rends compte qu'elle va sacrifier sa vie professionnelle, qui pourtant la passionne, qui l'intéresse, qui est importante pour elle, parce que toi, tu remplaces suffisamment tôt pour prendre ta part juste des gamins. Quand ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils pénalisent leur femme, ça les embête. En tout cas, moi, c'est le meilleur axe que j'ai trouvé pour faire bouger les hommes là-dessus. Allez, je change de regard. On va passer à la deuxième partie de notre interview et je vais vous poser nos petites questions habituelles sur le bonheur. Et j'ai envie de vous poser comme première question, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre quotidien? Qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien C'est une alliance de liberté et de sens dans ce que je fais et de responsabilité assumée aussi. C'est pouvoir apporter au monde par mon travail, par ma réflexion, pouvoir être dans la famille que j'ai envie d'être, et pouvoir aussi avoir la liberté d'investiguer un tas de choses qui sont hors de mon travail et qui m'intéressent. Je veux dire d'ailleurs que depuis que je travaille moins et que j'écris plus, j'ai plus de temps. Ma vision du travail aujourd'hui, c'est qu'elle doit rester, même si le travail est passionnant, il faut savoir le laisser dans des rails. Il faut pas en sortir. La répartition entre l'homme et la femme dans un couple, je ne sais pas si vous-même vous êtes marié. Comment est-ce que vous avez géré ça ou comment vous le gérez, ça? En fait, c'est les deux. Je l'ai à la fois très bien et très mal géré. Ce qui était spectaculaire mais je vois en me retournant, hein, je l'ai pas vécu comme ça à l'époque. Ce qui était spectaculaire, c'est que j'avais à 25 ans une réflexion à peu près mûre là-dessus, qui est pas très loin de celle que je viens d'avoir avec vous. En fait, j'avais réfléchi et je m'étais dit, voilà, je suis dans un job, je suis marketing dans un grand groupe lessivier, après avoir fait une grande école de commerce, tout. Bon, là, je travaille 12 heures par jour comme tout le monde. Et je me dis, mais si je rencontre la femme de ma vie, c'est une personne qui me plaira a priori beaucoup, et donc passer 12 heures par jour avec des collègues dont j'ai rien à faire, il y a un truc qui est pas logique. Je peux pas imaginer passer 12 heures par jour. Alors, j'ai rencontré ma femme quand j'avais 28 ou 29 ans, 28 ans, et en fait, j'ai tenu ce discours assez vite. Et elle faisait du marketing aussi, elle avait fait une grande école aussi. Je comprenais pas cette vie des cadres autour de nous, et que j'y adhérais pas. Ça me semblait pas une vie saine, et que je voulais pas être l'esclave de ce type de vie. Et donc, on a réfléchi ensemble et je lui ai dit à ce moment, parce que pour le coup, j'avais un peu d'avance sur elle là-dessus à l'époque. Alors, sachant qu'on voulait avoir une famille nombreuse tous les deux, tout de suite. Hein, ça a été un axe immédiat. J'ai dit, le seul patron qui comprendra tes enjeux de vie privée, ce que tu as avec aujourd'hui, c'est moi.
Je dirais aujourd'hui, les seuls dirigeants qui comprendront nos enjeux de vie privée, c'est nous. Et en fait, quand elle a entendu ça, ça lui allait. Et elle s'est dit, effectivement, pourquoi pas, créons une boîte ensemble, parce que si on veut une famille nombreuse et bosser de manière engagée tous les deux, en assumant tous les deux des responsabilités dirigeantes, ce qui nous intéressait tous les deux, la seule solution, c'est de créer une boîte tout de suite. Et donc, on a créé une boîte ensemble. Comment? Vous avez été le commerçant des années 1850. Ouais, un peu, ouais, tout à fait, ouais. Alors on l'a fait, mais on l'a fait de manière, tout le système a été aberrant parce que si vous voulez, on n'est pas parti d'un business, d'un projet, d'un marché, d'un produit. J'ai juste démissionné de mon job en rentrant de mon voyage de noces. Ma femme, elle était en congé maternité déjà parce qu'elle était enceinte déjà. Et en fait, on s'est dit, bah, commençons ensemble, on travaille ensemble. Sauf qu'en fait, on n'avait pas de projet. Donc, si vous voulez, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on a commencé à réfléchir par rapport à ce qu'on savait faire tous les deux. On a commencé, et en fait, on a mis quand même 10 ans à faire émerger un projet de boîte. C'est complètement aberrant. Si vous voulez. On n'a pas fait un business plan, on n'a pas fait un truc. On s'est juste dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que j'aime faire? En quoi on est complémentaires? Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Bon, puis on a commencé à travailler effectivement sur la communication. Dans la communication, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était la communication des entreprises et pas des marques. Et puis, dans la communication des entreprises, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait un sens, une aventure professionnelle, une aventure humaine qui est extrêmement forte. Donc, on s'intéressait au sens de plus en plus. Et puis, à un moment, on s'intéressait à ce qui détruisait le sens au travail. C'est là où on a tombé sur le sujet du handicap, puis l'égalité homme-femme, en découvrant que les mères de famille et les pères de famille mais moins, les mères de famille avaient une gigantesque destruction de la sens au travail aujourd'hui, dans le travail tel qu'il est organisé aujourd'hui. Mais souvent, on est parti comme ça, quoi. On est parti la fleur au fusil, on l'a payé parce que ça n'a pas été simple pendant 10 ans, mais ça nous a permis, comme on souhaitait, de travailler au même niveau tous les deux. Il n'y a pas une décision qui n'ait pas été prise par les deux, et d'avoir 6 enfants, dans ce qu'on voulait. Alors, il est vrai que la charge familiale a été nettement plus assumée par ma femme que par moi pendant ces années. Et il a fallu que je travaille sur l'égalité homme-femme pour me rendre compte qu'elle en faisait beaucoup trop par rapport à moi et il était urgent que je rééquilibre. Elle-même, d'ailleurs, en travaillant là-dessus, s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quand même dingue ce qu'elle avait été amenée à accepter. Elle n'avait pas trouvé ça désagréable pour autant, mais il y avait quand même une injustice. Hein, bon. Et donc, on a rééquilibré. On n'a pas fait 50-50. Elle a gardé une main majoritaire en fait sur la sphère familiale, mais on a quand même bien rééquilibré. Alors, il est vrai que il y a 4 ans, en fait, on a décidé ensemble, mais vraiment ensemble, que je quitterais l'entreprise pour écrire ce que je voulais faire depuis longtemps. Et là, en fait, elle a pris la direction de l'entreprise. Et d'abord, elle s'est rendue compte, effectivement, ce dont elle s'était pas rendue compte avant. J'avais une charge mentale professionnelle supérieure à la sienne, même si on faisait tout à deux, tout était décidé à deux, tout était dans une boîte d'une dizaine de personnes, tout était décidé à deux. Elle s'est rendue compte que j'avais quand même une charge moi-même supérieure à la sienne, qui correspondait à la charge supérieure qu'elle avait, elle, dans la sphère familiale. On a échangé, même si on doit être à 50-50 pour être honnête dans la sphère familiale aujourd'hui. Mais voilà, on a aussi fait un truc qui était assez étonnant, c'est qu'il y a un moment où, moi, mon travail avait moins de sens et en fait, j'avais envie d'une autre aventure professionnelle. Et elle, en fait, avait envie de prendre la direction de cette boîte. Et donc, on a dit, ben, deal, on le fait, on fait ça. Tu prends la direction de la boîte, je m'en vais pour que tu sois seul et tranquille là-dessus et je me mets à écrire. Mais ce qui était étonnant, c'est que j'avais effectivement la perception de l'illogisme de passer l'essentiel de sa vie sans son conjoint immédiate. Alors, beaucoup de gens n'ont pas la même perception que moi. Hein. Beaucoup de gens trouvent très sympa d'avoir pas mal de temps hors de son couple. C'est de la liberté, et je comprends très bien ça. Hein. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours préféré passer l'essentiel de mon temps avec ma femme. Ouais, bah, c'est un bel exemple de coopération et puis comme quoi en fait chaque équilibre de couple est singulier. Antoine, quelle est la valeur humaine qui vous rend heureuse? Je pense que celle qui me rend le plus heureux, en fait, c'est le don, en fait. Je pense que ce qu'on peut donner, ça rend vraiment très profondément heureux. Je pense que c'est ça qui me frappe le plus aujourd'hui. En fait, ça fait partie d'une réflexion que j'ai menée d'une manière impromptue. En fait, j'ai réfléchi aux hommes et aux femmes autour de moi, et je me suis dit, mais en fait, qui sont les gens heureux autour de moi? Et j'en suis arrivé à la conclusion que les femmes autour de moi, oui, les femmes, étaient plutôt plus heureuses que les hommes. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Et je me dis qu'en fait, tout simplement parce qu'elles avaient plus l'occasion de donner. Alors, contrainte et forcée parfois, pas forcément avec le choix, mais je pense qu'effectivement, dans la vie des femmes, le don est beaucoup plus présent que dans la vie des hommes. Il y a des femmes qui n'ont pas des vies horribles, etc., bien évidemment. Hein. Et ouais, ça veut dire qu'il y a des hommes qui n'aient pas une vie merveilleuse, toute faite de dons. Mais en moyenne, je trouve que la différence de bonheur autour de moi, entre mes femmes, est assez claire.
Un événement qui vous a rendu particulièrement heureux? Il y a 4 ans, quand j'ai quitté l'entreprise, on a déménagé et on a décidé d'avoir un appartement à Rome. Et en fait, j'en rêvais depuis des années, par l'italien. En fait, avoir un appartement à l'étranger, ça a été pour moi une liberté incroyable. Comme quoi, j'ai aimé être tout le temps avec ma femme, mais j'adore aussi maintenant être 10 jours seul à Rome, me promener, rencontrer des gens dans les bars. J'en rencontre beaucoup dans les bars. Et voilà, c'était un moment de liberté. Je crois que c'est le premier cadeau que je me suis fait en 30 ans, 35 ans de vie professionnelle et familiale. Le reste, ça a été à donf sur travail enfant, à deux. Et à deux en équipe. Quatrième question, quel est votre secret pour être heureux? J'ai pas de secret, je pense pas être heureux tout le temps, hein. Loin de là. Ah, heureusement d'ailleurs, comme tout le monde. Non, je pense que non, c'est pas facile. Il y a des deuils, il y a des choses épouvantables, il y a des choses, il y a des frustrations, il y a des échecs, il y a des. Non, je crois que ma vie est juste identique à celle de beaucoup de gens. Non, alors, je sais pas si je suis heureux. La seule chose dont je suis fier, c'est que mes enfants s'entendent bien. Ça, c'est vraiment, ça, je suis très fier de ça. Parce que je pense que c'est quelque chose où j'ai mis une patte. Je pense que j'ai contribué sur le reste de mes enfants, entre leur nature, la culture, les copains, la famille, etc. Je ne sais pas très bien quelle a été mon intervention. En revanche, sur le fait qu'ils s'entendent bien, oui, je crois que j'ai une intervention là-dessus. Et ça me rend profondément heureux. Ouais. Et ils s'entendraient mal, ça me rendrait, je serais désespéré. Terriblement malheureux. Et hop, je me lance. Allez hop, je me lance. Notre question suivante, vos 3 synonymes de bonheur. Alors, rencontre, alors c'est pas un synonyme, mais bon, pour moi, la rencontre, c'est tellement essentiel au bonheur. Mais je dirais, en fait, tout pour moi part de la rencontre. Je dirais écouter dans la rencontre, écouter, s'émerveiller des gens en face de soi, vraiment rentrer en empathie avec eux et en fait discuter, découvrir. Moi, j'adore parler de politique, par exemple. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens parce que tout le monde a peur qu'on s'engueule sur la politique. Mais d'ailleurs, je m'engueule avec les gens d'ailleurs. Mais en fait, j'adore ça. J'adore discuter, j'adore le débat, j'adore avoir en face de moi des gens dont on puisse vraiment parler perso ou société de manière profonde. J'ai eu la chance dans mon travail, j'ai fait beaucoup de groupes d'hommes et de femmes ou mixtes d'expression sur les problématiques d'égalité entre hommes et femmes. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont raconté leur vie, mais de manière très profonde, très profonde. J'ai adoré ça. J'adore rentrer dans la vie des gens, comprendre comment ils vivent ça, comment ils vivent différents événements, comment leur vie, je trouve ça absolument génial. Et j'ai ça aussi dans les bars à Rome, hein, au comptoir, où je discute avec les gens à côté et où ils me racontent leur vie. Et j'adore ça. Notre dernière question. En 2 minutes, qu'est-ce que vous avez envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Bah, écoutez, si vos auditeurs sont des couples, je leur dirais de dîner une fois par an au minimum. Une fois par an, c'est déjà bien. Une fois par an, pour vraiment parler de leur couple. Qu'est-ce que j'aime pas, où est-ce que j'en suis, mes frustrations, mes joies, mes peines, parler vraiment, quoi. Voilà. Je pense que ce serait ça, parce que je pense que tout part de ça. Après, bien sûr, je les espère capables d'actes de liberté, à deux. Mon livre s'appelle S'émanciper à deux. Moi, la liberté seule, de casser un couple, de faire un truc tout seul, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une liberté à deux, où on arrive à autant que possible. Alors, c'est pas toujours possible. Hein, je ne jette la pierre à personne, mais où on arrive effectivement à deux à se bâtir un projet de vie ensemble, à écouter l'autre, à écouter les besoins de l'autre, à faire que ses besoins à soi les plus fondamentaux enfin, trouvent une réponse. Et je trouve que ça, c'est incroyable à faire à deux. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment une démarche d'émancipation. En fait, il faut réussir à s'émanciper du monde moderne. Le monde moderne, il est incroyablement, il enserre dans le travail et la consommation. Il vous vend un bonheur factice, matérialiste, individualiste. Si toute la société part de la solidarité initiale du couple, je pense il faut tout faire pour que cette solidarité initiale elle soit vivante. C'est comme ça qu'on devient un acteur d'un travail intelligent, d'un travail qui a du sens, pas d'un travail prédateur ou pollueur, je ne sais quoi, et aussi qu'on est un acteur de la vie sociale et politique, en étant engagé, en comprenant bien au juste niveau les choses. Donc, je dirais parler à deux. Peut-être une fois, je propose ça, mais bon, une fois par an en tout cas, parce qu'on change aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a voulu une chose une année que 2 ans après on n'a pas envie d'avoir radicalement autre chose. Donc en parler et puis avoir vraiment, je dirais l'orgueil positif évidemment, l'orgueil de pouvoir
être dans le monde à deux, pas se soumettre, être dans le monde à deux, se poser dans le monde à deux. C'est pas le monde qui m'aura, c'est moi qui aurai le monde. Je suis dans le monde et je vis ma vie dans le monde à deux. À deux, en couple. Eh ben, écoutez, je trouve que c'est une bien belle conclusion. Je rappelle le titre de votre livre, hein, aux éditions du Rocher, S'émanciper à deux, le couple, le travail et l'égalité. Voilà. Donc, j'incite tous nos auditeurs à aller vite chercher et à lire. Vous aurez des clés de lecture sur comment être à deux en couple aujourd'hui, en 2024. Alors, nous avons la coutume de terminer notre podcast par une petite mousse, c'est-à-dire une citation inspirante. Et celle que j'ai choisie pour aujourd'hui, elle nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry et qui nous dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » J'ai trouvé que cette citation était un bon résumé de tout l'échange que nous avons eu ensemble. Bon. Merci Antoine de Non. vous être prêté à Merci, cette Raphaël. longue conversation Ah, c'est un passionnante. plaisir. Et donc, j'espère à très bientôt. Ok. Au revoir, Raphaël. Au revoir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.